Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Institut des Libertés pour cette nouvelle émission du Délit d'Opinion. Je suis comme d'habitude avec Charles Gave, qui a donc des analyses dont vous raffolez, je le sais très bien. Tout d'abord, je voudrais faire une introduction pour dire que l'Institut des Libertés est sur Instagram. Donc il y a un compte Instagram de l'Institut des Libertés qui s'appelle Institut des Libertés, donc voilà, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, il faut que vous soyez massivement dessus, comme ça on partagera les nouvelles vidéos dessus. Si jamais vous recevez pas les notifications de YouTube quand on sort des vidéos, comme ça vous les verrez sur nos stories Instagram. Donc voilà, tout d'abord en propos introductifs. Ensuite, on devient technologiquement compétent. C'est ça. Ce qui est incroyable. On arrive dans le 21e siècle. 22e ou 23e, on est en avance, pas vraiment. Alors, premier sujet, j'ai choisi le sujet le plus chiant, comme ça on fait le reste après. On va progresser. C'est ça. De moins en moins ennuyeux. Ouais, enfin encore que. Mais donc le premier sujet, c'est le débat des Républicains. Alors moi, avec mon jeune âge, j'ai pu me l'infliger, je peux me faire cette douleur. Vous, j'espère que vous êtes restés tranquille avec la télé éteinte. Est-ce que vous avez regardé ce débat ? Si vous voulez, j'avais le choix, soit regarder des replays de rugby, il y avait des matchs intéressants avec la Nouvelle-Zélande, le Pays de Galles, enfin il y avait des tas de matchs intéressants, et puis il y avait le débat. Et donc je dois avouer à ma grande honte que j'ai regardé le rugby, quoi. C'était... Non, c'est mieux. C'est mieux pour la santé mentale. C'est mieux pour la santé mentale. Puis on voit on voit des vrais gens sur le terrain, des types qui prennent des risques, qui prennent des claques. C'est ça. Qui sont courageux, tandis que là, d'après ce qu'on m'a dit, c'était quand même celui qui courait le plus vite derrière Zemmour, quoi. C'était... Ouais. C'est un peu ça. Il y avait donc les 5 candidats. Il n'y en a que 4 là, non ? Parce qu'il y en a qui n'a pas réussi à avoir ses parrainages. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas Denis Père, qui était le 6e. Parce que sinon, il y avait Éric Ciotti, Philippe Juvin, comment s'appelle-t-il ? Michel Barnier, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. C'est admirable de s'en souvenir. Il est bien, ce garçon. Ouais. C'est mémoire immédiate. On fait une médaille. Mais le type qui se souvient du nom des Républicains, c'est quand même étonnant, quoi. Oui, je sais. Surtout que là, on était dans une... Je vous interroger sur les ministres de Macron. Alors, ils s'appellent comment ? Ouais, je sais pas. J'en connais aucun. Bon, c'est bien. Surtout qu'il y en a 43, un truc comme ça. Donc, non, parce que moi, j'en connais pas un. Enfin, si, je connais la... Attendez, le ministère de l'Intérieur, peut-être je connais, oui. Le ministère de la Justice, parce que c'est à Fada, oui. Ouais. Mais donc là, on avait déjà dans un premier temps, sur la forme, j'avais l'impression d'assister à un débat, non pas entre candidats pour l'élection présidentielle, mais entre candidats pour le ministère du Budget, ministère du Travail. C'était vraiment, ça ressemblait beaucoup plus à ça, déjà en termes de ministère des Affaires européennes. Ministre des Affaires européennes, Barnier, éventuellement. On pourrait mettre, je sais pas, Bertrand au travail, Barnier aux Affaires européennes, Pécresse aux régions. Oui. Ce serait, à mon avis, il serait peut-être vaguement compétent, là. Ouais, éventuellement. Et peut-être Ciotti à l'intérieur, parce que là... Oui, ou secrétaire d'État à l'intérieur, éventuellement. Faut pas y aller trop fort non plus. Non, d'accord, parce qu'il est un peu brutal, ce garçon. Mais non, mais Ciotti, il est intéressant sur le fond, sauf que ça manque vraiment d'envergure, ça manque de culture. On a l'impression d'avoir un peu un Zemmour bas de gamme. C'est-à-dire que sur l'identité et l'immigration, il est à peu près sur la même ligne, mais il sait pas aussi bien l'expliquer, il est pas aussi éloquent, donc c'est un peu... Sa candidature n'a pas tellement d'intérêt à côté de celle de Zemmour, d'autant plus qu'il est crédité à 3% dans les sondages, Ciotti, donc c'est un peu limité. Dur. Mais alors je m'attendais à un débat vraiment très inintéressant, d'ailleurs il l'était en vrai sur le fond, sauf que ce que j'ai trouvé intéressant moi, c'est que il y avait un gros contraste entre certaines personnalités il y a quelques mois encore, régionales, notamment Bertrand et Pécresse qui étaient en campagne et qui faisaient vraiment une fuite en avant vers le centre parce qu'ils voyaient bien que la République en marche était pas au top durant cette échéance électorale. Et là en revanche, ils voient que Zemmour leur a piqué plein d'électeurs il y a 2 mois encore, ils se disent peut-être on peut encore les rattraper. Donc là ils font une fuite en avant vers la droite. Parce qu'ils savent que l'électorat centriste est déjà... Au rugby, ça s'appelle un cadrage débordement. Vous savez le ballon, vous faites croire aux gars que vous allez partir à gauche, ouais.
Et le type, il part à gauche comme ça, et hop, vous partez à droite comme une fusée. Ça s'appelle un cadrage débordement. Donc, ils sont en train de faire des cadrages débordements sur Zemmour, quoi. C'est ça, sauf que c'est plus rare, c'est fréquent au rugby, c'est plus rare en politique, parce que sinon on se dit, je comprends pas, il fait part quoi, à gauche ou il part à droite? Ok, hop, Mélenchon, en fait non, Macron, en fait non, Zemmour, c'est un peu complexe. Et par exemple, moi la personnalité que j'ai trouvée la plus intéressante dans le débat, en fait, c'était Routel Krief, la journaliste, parce qu'elle posait des questions qui étaient pas inintéressantes quand même. Elle les a beaucoup obligés à se positionner sur Zemmour. Zemmour, est-ce que c'est un adversaire ou un concurrent? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, éventuellement un ennemi. Ils ont tous dit que c'était un adversaire, mais en essayant d'être un peu mollasson, en disant quand même, si jamais il y a ces électeurs qui nous regardent, c'est très difficile pour ces gens d'avoir des ennemis, vous savez, parce que ça voudrait dire qu'ils ont des idées, donc en principe, c'est quand même difficile. Et, par exemple, une idée qui en fait n'en était pas une, c'est le moratoire de Michel Barnier. Michel Barnier nous proposait un moratoire sur l'immigration de 3 à 5 ans. C'est-à-dire, pendant 3 à 5 ans, on stoppe l'immigration. Pendant cette période-là, on se pose la question de est-ce qu'on était mieux avec l'immigration ou sans, et après, du coup, on avise. Et en fait, ce qu'il nous a dit pendant le débat, c'est que le moratoire, pendant le moratoire, on ne divisait l'immigration que par 2. C'est-à-dire on passe de 400 000 à 200 000 en fait. Donc on revient au taux sous Hollande. Donc c'est pas vraiment un moratoire du coup. C'est un moratoire, on arrête. Et là, on n'arrête pas. Je bois 2 fois moins de Côte-du-Rhône que la veille, mais c'est pas arrêter l'alcoolisme. C'est ça. C'est ça. Enfin, je veux dire, c'est pas Alcoolique Anonymous, c'est pas le truc pour arrêter complètement, quoi. C'est exactement ça. Je passe de 2 paquets de clopes à 1 par jour. Voilà. Bon, bah, c'est pas un moratoire. Bon, ça va pas nous faire avancer plus vite, quoi. C'est ça. Bon, du coup, pas énormément d'idées sur le fond, mais sur le thème socio-économique, ils étaient très libéraux. Il faut revenir aux 39 heures, il faut supprimer 200 000 fonctionnaires, ce genre de trucs. Ce avec quoi je suis pas foncièrement en désaccord, mais je pense que c'est pas ce qui intéresse premièrement les Français. Je voudrais revenir sur quelque chose, sur cette histoire des fonctionnaires. Je sais pas pourquoi, les gens ont l'air de beaucoup leur en vouloir. C'est pas de leur faute s'ils ont été embauchés. Oui, c'est sûr. Ils ont été embauchés par des corneaux qui les ont mis là, et puis ils essayent, j'imagine qu'il faut leur travail, donc ils essayent de bien faire leur travail. Donc foutre des fonctionnaires à la porte, ça me paraît pas la bonne chose, mais ce qui me paraît tout à fait évident, c'est qu'on peut pas les payer en Deutschmark. Oui. C'est ce que je me tue à dire aux gens. On peut avoir 70% de fonctionnaires de plus que l'Allemagne, on peut avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, mais on peut pas avoir les deux à la fois, puisque en définitive, c'est les entreprises qui payent l'État, quoi. C'est les créateurs de valeur qui payent les impôts pour l'État. Donc, si vous voulez, moi, encore une fois, je trouve que on tape sur le mauvais cochon. Vous savez, c'était, je l'ai raconté souvent, mais enfin, c'était Churchill qui allait assister à la parade de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale à Berlin. Il y avait, je crois que c'était Truman à côté de lui, il y avait Churchill et puis il y avait Staline. Et il y a l'armée rouge qui défile, et il y a Churchill qui se tourne vers Truman et qui dit « on a tué le mauvais cochon ». Ça sert à rien de taper sur les fonctionnaires, puisque l'erreur numéro 1, ça a été l'euro. C'est pas de leur faute, on n'aurait jamais pu les embaucher s'il n'y avait pas eu l'euro, parce qu'on n'aurait pas pu emprunter comme il fallait. Donc, à quoi ça sert de taper sur des gens pour une erreur qu'ils ont tous entérinée? Je veux dire, tous ces gars-là, Pécresse, Barnier, ils étaient tous fondamentalement favorables à l'euro. Donc, mais arrêtons d'emmerder ces pauvres fonctionnaires, quoi. Oui. Et puis d'ailleurs, même quand ils étaient ministres, le nombre de fonctionnaires n'a cessé d'augmenter, voilà. Que ce soit sous Chirac, sous Sarkozy, évidemment sous Hollande. Et surtout dans tout ce qui... Mais jamais dans les côtés régaliens. C'était toujours dans les administrations locales, ça, le nombre d'administratifs dans les hôpitaux, ça on pourrait peut-être en virer quelques-uns, bien en fonction de ce que je viens de dire, parce qu'ils ne servent pas à grand-chose là. Donc je veux dire encore une fois, les fonctionnaires ne sont pas responsables du fait qu'il y a trop de fonctionnaires, c'est les politiques qui sont responsables. Bien sûr, oui, c'est eux qui ont fait dériver vers la bureaucratie. Donc voilà, pas énormément de trucs à retenir de ce débat. Juste ce qui était à retenir globalement pour moi, c'est que c'était un débat qui était très à droite. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont souvenus que le candidat qui a gagné la primaire en 2016, c'était Fillon, c'est-à-dire le candidat le plus à droite, et ils le savent. Voilà. Donc on sait que dans toute élection, il faut aller à l'extrême du parti. Donc si vous êtes à gauche, il faut aller complètement à gauche, puis ensuite revenir au moment où vous avez été l'élu du parti, il faut revenir vers le centre à toute allure pour essayer d'attraper les autres. Mais
ça me paraît de l'habileté stupide, parce que là, il me semble pas, je me trompe peut-être, mais il me semble pas que le candidat déclaré dont ils ont tous peur, non déclaré dont ils ont tous peur, M. Zemmour, va s'amuser à ce jeu-là. Lui, il va continuer à dire la même chose du début à la fin de la campagne. Bien sûr. Donc ils pourront pas commencer la campagne à droite et puis revenir enfin à gauche après, parce que... C'est ça. Mais justement, il y a plusieurs observations. Je me suis dit, déjà, si Zemmour avait été là ce soir-là au débat des LR, ça aurait été un carnage absolu. Et s'il n'était pas du tout candidat, si c'était vraiment même pas une hypothèse, ce débat aurait été chiant de chez chiant, parce que eux, ils seraient restés sur leur zone de confort. Et là, c'était pas le cas, et donc c'était un minimum intéressant de ce côté-là, même si sur le plan des idées, c'était quand même assez limité. Avoir un débat d'idées au Parti républicain, c'est un très gros challenge. Hein. Ouais, oxymore. C'est un oxymore. Je vois pas très bien comment il pourrait y arriver, parce que ça fait quoi, 40 ans qu'au Parti républicain, il n'y a plus qu'une seule idée? Non, et puis ils sont habitués à en changer tout le temps. Comment on peut faire confiance à des gens comme Valérie Pécresse? Hier encore, je voyais un débat sur, pas un débat, un reportage, un documentaire sur Paris Première qui retraçait toute l'affaire Fillon, et qui retraçait l'évolution du mec depuis 2012. Et à un moment donné, on voit Fillon qui est en conférence de presse. Et alors, il est derrière son pupitre, et derrière, il y a tous ses soutiens. Et donc, il y a Valérie Pécresse qui se met la tête sur son épaule gauche, comme ça, toute souriante. Mais comment on peut lui faire confiance, quoi? Elle pense la politique, c'est ça, c'est sourire sur les images. Bah non, je n'y crois pas une seule seconde. Donc, sujet suivant, on a un sondage. Alors les sondages, faut pas les surinterpréter non plus, mais enfin c'est quand même bon signe, surtout que les sondages sont très cohérents concernant Zemmour. Donc un sondage Harris Interactive pour le magazine Challenge qui le place à 18-19%, 18% dans les cas Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, 19% dans le cas Barnier, Marine Le Pen à 15%, Macron toujours à 23%, et le candidat LR à 14% quand c'est Bertrand, même 13% je crois, et à 10% quand c'est Pécresse ou Barnier. Donc il creuse l'écart avec Marine Le Pen. Mais si c'était des bons citoyens, ils devraient tous se désister aujourd'hui pour Zemmour, puisqu'ils veulent faire triompher les idées de Zemmour. Bien sûr, mais il y a beaucoup... Qu'est-ce qu'ils amènent en plus? Donc il faut qu'ils disent tous, il faut que le Parti républicain dise, écoutez, maintenant on a trouvé enfin notre chef, et c'est Zemmour, et puis il n'y en a aucun d'entre nous qui se présente. C'est d'abord la seule chose rationnelle, non? Il faut que les militants se lancent. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont plus à fond dans le parti. Je me rappelle, aux primaires de 2016, il y a près de 700 000 personnes qui ont voté pour la primaire LR. Là, il y a 100 000 personnes qui se sont inscrites, qui ont pris leur carte d'adhérent pour les Républicains pour voter cette fois-ci. Donc quand même, on a une chute drastique de l'attention. L'échantillon est de moins en moins représentatif. C'est ça. Ensuite, bon, il y a les grosses têtes qui restent et qui veulent avoir leur rond de serviette. Donc forcément, les Bertrand, Pécresse, Barnier... C'est ça les éléphants du parti? C'est ça, oui. Ça a beaucoup changé. Bon, mais où sont passés les Seguin, qui étaient des gens importants, qui avaient des idées. Et puis il n'y a pas eu de plus beau discours que celui de Seguin fait à l'Assemblée nationale sur la perte de la souveraineté de la France. C'était une merveille. Bon, Juppé, il s'est trompé sur tout. Il était mauvais, mais enfin, il était... Je sais pas, je trouve que ce parti est devenu une coquille vide. Un rassemblement de médiocres, quoi, de gars qui n'ont rien à dire. Ouais, mais il y a beaucoup d'électeurs qui... Votez pour moi, sinon vous me ferez de la peine, quoi. Il y a beaucoup d'électeurs qui voteraient pour Rantanplan s'il avait l'étiquette Les Républicains aussi. Il y en a tant que ça? Je pense qu'il y a peut-être 10% des gens qui y réfléchissent comme ça. Qui voteraient pour Rantanplan? Vous savez, Rantanplan, c'était dans Lucky Luke, c'était le chien idiot, là. Oui, tout à fait. Il se promenait partout en disant il m'aime, alors que c'est ça. Avril ne l'aimait pas du tout. Bon, mais enfin, ça, c'était un détail. Vous croyez qu'il y a 10% des gens qui vont voter en fonction du fait que ça a été... c'est les employés de ces gars-là, j'imagine. C'est les employés municipaux du RPR, dans les endroits où il y a des RPR, etc., non? Oui, après, il y a quand même... parfois, il y a un réflexe... moi, je vois un peu dans une partie de la bourgeoisie du 16e, bourgeoisie parisienne,
qui votent traditionnellement à droite, il y en a qui restent toujours attachés à la structure RPR, UMP, LR. Après, ils s'en détachent quand même de plus en plus. Depuis quelques semaines, il y a de plus en plus la tentation Zemmour, j'observe. Est-ce qu'on peut parler de Zemmour dans un dîner en ville sans être jamais réinvité ou est-ce que... Oh, je pense que c'est possible, oui. On peut commencer à parler de Zemmour, même dans la bourgeoisie du 16e ? Ouais. Je pense que c'est possible. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce pourquoi les journalistes parlent beaucoup de Zemmour, en fait. Je pense que le fait, pour la raison pour laquelle beaucoup de journalistes en parlent et ne parlaient beaucoup moins avant de Marine Le Pen, c'est parce que dans leur entourage à eux, il y a des gens qui sont tentés par Zemmour, je pense. Ah. Dans un électorat plus diplômé, parisien, il y a des chefs d'entreprise de plus en plus qui sont tentés par ce vote-là. Donc, nécessairement, on en parle plus. Donc, je pense que c'est possible, oui. Moi, j'y arrive, en tout cas. Ah, bravo. Mais vous êtes jeune, vous. Ouais. Moi, ça va, j'ai pas trop de complexes. Généralement, les quarantenaires ont plus de complexes parce qu'ils ont subi beaucoup la propagande. Oui, et puis les mecs de mon âge, ils sont plus invités nulle part parce qu'ils sont trop vieux. Donc ça n'a c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils n'ont rien à dire. Et donc, ma question par rapport au sondage qui met Zemmour à 18-19, c'est est-ce que c'est une bulle qui pourrait éclater un jour ? Est-ce que c'est un vrai phénomène de fond ? Bah écoutez, je vais vous y répondre tout à fait simplement. Je réfléchissais à cette question. Je me suis dit, si Zemmour avait fait courir le bruit, qu'il allait peut-être se présenter, et qu'il écrivait un bouquin, et qu'il avait fait le tour de France, et qu'il était à 3% dans les sondages, on nous dirait c'est un échec total. Ouais. Maintenant, il est à 19, en route vers 40, et tout le monde m'explique que c'est une bulle. Je vais vous expliquer. Une bulle, ça vient de la finance. Hein. Une bulle, c'est quand les marchés montent. Et les vieux financiers comme moi définissent comme une bulle comme un marché qui monte et dans lequel vous n'êtes pas investi. Donc vous êtes très fâché, vous appelez ça une bulle, quoi. Pour expliquer que ceux qui sont dedans sont idiots. Ouais. Moi, je trouve que dans 50 ou 60 ans de carrière, j'ai jamais vu une bulle que j'aimais pas. Sauf celle dans laquelle j'avais raté, quoi. Alors celle-là, je l'ai détestée profondément, quoi. Ouais. Donc, le fait que vous posiez la question me fait penser qu'il y a la quasi-totalité de la classe jacassière, comme l'appelait ce bon monsieur Barr, c'est-à-dire des journalistes, des observateurs politiques, des Duhamel de ce monde, qui a complètement raté le phénomène Zemmour. Et le fait qu'ils aient complètement raté le Zemmour montre qu'ils ne comprennent rien à la France qui était en attente depuis 20 ans, quoi. Mm-hmm. Donc, non, c'est pas une bulle, et oui, ça va continuer à monter, quoi. Ça, c'est mon analyse. Parce que je suis investi dedans. Très bien. Donc, j'ai confiance. Bah, oui, il s'était exprimé là-dessus, Zemmour, il y a quelques semaines, par écrit. Et il disait quelque chose de très intéressant, c'est que parfois, les bulles montent, mais juste, en fait, elles n'éclatent pas. Par exemple, ça peut être la réalité. C'est ça. Par exemple, Trump, c'était une bulle. Même Macron, c'était une bulle, et ben ils sont parvenus au pouvoir. Donc peut-être que oui, Zemmour c'est une bulle, mais enfin ça veut pas dire que ça va éclater avant la fin du bal, quoi. Oui, et peut-être que c'est la bulle Macron qui va se dégonfler d'un seul coup. Possible. Bah là, parce qu'il a quand même pas grand-chose à dire, ce pauvre garçon. Ah, c'est justement il le dit très très longuement. Quand il parle à la télévision, on sent que il veut pas lâcher le micro. Bah, mais, c'est le sujet suivant d'ailleurs. Bon, donc, hop, on y va. Allocution de Macron. Alors, il a parlé 5 minutes du Covid et 25 minutes de son bilan à la tête du pays. D'ailleurs, il faudrait lui rappeler quel pays c'est, parce qu'il a parlé beaucoup d'Europe et d'Afrique. Il n'a pas trop parlé de la France. Donc, est-il déjà en campagne ? Évidemment. Il n'a jamais cessé de l'être, d'ailleurs. La seule chose... comment dire ? De temps en temps, il y a un homme d'État qui arrive, du style Thatcher en Angleterre, ou... si vous voulez, qui dit moi, il faut que je fasse des réformes vraiment profondes, et si vous n'êtes pas d'accord avec mes réformes, aux élections prochaines, vous me virez. Et en général, ces gars-là sont réélus. Et puis, il y a tous ceux qu'on a en France depuis 40 ans qui expliquent que oui, la France va très mal, mais on va faire des petites réformettes, et si je suis élu une deuxième fois, là, j'aurais pas besoin d'être élu, donc je ferai vraiment les réformes. Mais pourquoi voulez-vous qu'un gars qui vous a menti, qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire, puisqu'on l'avait élu pour ça, soit meilleur dans le deuxième mandat ? Moi, j'y crois pas une seconde. Mais il sera encore pire, parce qu'il aura même plus la peur de l'électorat,
Donc il va nous imposer ce que lui souhaitait, c'est-à-dire le traité de Marrakech, l'immigration forcenée, la souveraineté européenne. Il n'y a pas un truc qui ne va pas nous faire avaler, puisqu'à ce moment-là, on ne pourra pas le virer. Donc moi, il me semble que non, il est en campagne, et tout ce qu'on peut attendre dans un deuxième mandat, c'est du Macron carré, c'est-à-dire une imbécilité encore plus foudroyante, quoi, et une haine de la France encore plus évidente. Parce que ce type déteste son pays, ce qui est stupéfiant. Oui. Je pense que oui. Je sais pas s'il le déteste, mais enfin, je pense qu'il y a une forme de mépris ou d'indifférence. Par rapport à lui. Vous savez, lui, il est un homme très important et la France, c'est trop petit pour ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Je trouve ça absolument effrayant, le type qui dit la France est un petit pays. J'ai envie de lui dire, mon Dieu, qui es-tu pour dire ça? Bah, c'est à cause des gens comme lui qu'on est en train de devenir un petit pays, justement. Ah bah si on les laisse faire, c'est certain qu'on va devenir de plus en plus petit. C'est ça. Mais moi, ce qui m'a frappé, moi, ce que j'ai perçu avant même l'allocution, c'est en fait, il en a marre qu'on parle des thèmes qui ne lui vont pas, c'est-à-dire immigration, islam, identité, Zemmour. Et d'un seul coup, il veut qu'on reparle Covid, parce que c'est quand on parle de ça qu'il est le plus haut dans les sondages. On le voyait cet été. On n'a parlé que de ça pendant 2 mois, et ça lui allait plutôt bien. Mon Dieu. On a les triomphes qu'on peut, quoi. C'est un petit peu comme si, je sais pas, le gouvernement en 1940, le président Lebrun avait décidé qu'il était tout à fait satisfait dont il avait organisé le grand exode. Vous savez, tous les Français sur les routes, que ça avait été un grand succès, quoi. Vous vous dites, oui, enfin, c'est une façon de voir les choses. C'est comme si en 1937, on parlait congé payé au lieu de parler de la menace allemande. Voilà, c'est ça, ou... comme disait, je crois, cette bonne Arletty, je crois que c'était Arletty en 45, un juge qui l'accusait d'avoir eu des relations coupables avec un Allemand. Elle avait regardé le juge, elle lui avait dit, fallait pas le laisser rentrer. Habile. Alors, la 4e info de la semaine, c'est très très rigolo. Arnaud Montebourg, il a parlé l'autre jour de comment on gérait les clandestins. Alors les clandestins, quand des pays desquels ils sont issus ne les acceptent pas, il faut couper les aides sous forme de Western Union, c'est-à-dire toute... Mais attendez, ça c'est de l'argent qu'ils envoient qui leur appartient. Oui, bon, c'est déjà un peu taxé par les banques. Il dit il faut que ce soit taxé par l'État, c'est-à-dire quand les actifs... Il va taxer les misérables qui vont vivre des centaines de familles en Afrique. Comme ça, on est certain que tous les misérables vont prendre de bateaux pour venir chez nous puisqu'on leur envoie plus de pognon. C'est ça. Il faut détaxer l'argent qu'ils envoient pour qu'ils restent là-bas. En gros, il dit voilà, faut taxer Mais il a pas. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de fou. Vous allez pas taxer des gars à 100% de ce que... C'est, encore une fois, on retrouve la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent bloquer, ils vont faire un contrôle d'échange pour empêcher les gens d'exporter l'argent qu'ils ont gagné en France vers des misérables en Afrique. Mais comment peut-on être aussi bête? Je sais pas, réflexe de gauche, il faut taxer, quoi. Il faut taxer, il faut empêcher le mouvement, il faut empêcher la liberté. Mais non! Il faut arrêter toutes les subventions étatiques. Oui. Il faut arrêter toutes les subventions étatiques. Mais les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur fric, c'est à eux. Ils l'ont gagné ou ils l'ont volé, je sais pas ce qu'il y avait, mais c'est à eux. Je suis assez d'accord. Mais enfin, c'est un réflexe imbécile. Ils sont vraiment des crétins, ces gars-là. Pourtant, j'aimais bien Montebourg. Du coup, la matrice de la logique, c'était il faut taper dans le portefeuille de ces pays-là, de ces populations-là. Il faut taper dans le portefeuille des États. Oui, je suis d'accord. Pas des populations. Oui. Quel crétin. Et du coup, en fait, Zemmour avait réagi à ça en disant moi j'avais un peu la même idée, c'était taper dans le portefeuille des États, c'est-à-dire supprimer les aides en fait au développement. Et en réaction à ça, il y a le compte Twitter des Jeunes avec Montebourg qui a dit alors c'est très bien de lutter contre l'immigration illégale, mais reprendre les idées de l'extrême droite c'est vraiment dégueulasse. Et du coup, les Jeunes avec Montebourg quittent la campagne Montebourg. Donc en fait, les 2 ou 3 qu'il avait sont partis. C'est ça. Bon, ils sont passés de 5 à 2. Bon, c'est bête. C'est bête. C'est dur. Mais donc en fait, moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que en fait Zemmour a supprimé un candidat. Il a supprimé un candidat. C'est extraordinaire parce que quand on dit ça, on voit très bien que dans le fond, le réflexe du gars de gauche, c'est d'aller piquer l'argent des petits pauvres. Oui.
Tout de suite, la première relation, c'est on va aller piquer l'argent des pauvres. Quel que soit... C'est ce que disait Mark Twain, il faut taxer les pauvres, il y en a beaucoup plus qu'il n'y a des riches, donc c'est beaucoup plus en prendre, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils ont quand même un réflexe qui a deux classes, là. Ouais. Il faut aller prendre l'argent des pauvres, quoi. Quelle que soit la gauche, parce que effectivement Montebourg c'est pas le pire gauchiste de France, mais quelle que soit la gauche, toute réponse passe par une taxation. Et du coup, je voulais vous demander, parce que comme quand même ce bon vieux Montebourg il est à 2%, je me disais, vu qu'il incarnait une espèce de gauche chevènementiste, un chouïa patriote, patriote on va dire économiquement. Est-ce qu'une gauche patriote en France est possible ? Je crois qu'elle est finie. Il n'y en a plus. C'est ce que je pense aussi. Il n'y en a plus. Autrefois, il y en avait une. Je vous l'ai dit souvent, quand j'étais dans mon enfance, pas dans mon enfance, il y avait toute une série de gens qui étaient de gauche qui étaient extraordinairement patriotes. Non, il y en a. Je crois, en fait, assez fondamentalement, quand vous allez dans les campagnes, quand vous allez partout, il y a des gens profondément patriotes qui votent à gauche, par habitude familiale. Vous allez dans le sud-ouest, vous en avez tant que vous voulez de ces gens-là. Ils votent à gauche, pardon, mais ils votent à gauche par habitude familiale et ils sont patriotes parce qu'ils sont patriotes. Donc ça, c'est probablement des gens que Zemmour peut décrocher de la gauche. Possible, oui. Mais il n'y a plus de dirigeants de gauche qui soient patriotes. Je ne crois pas. Et c'est plus possible d'en revoir un ? Mais regardez, quand il y en a un, Chevènement, bon, il avait fait 4 ou 5% des voix. C'était pas le pire. Ouais. Aujourd'hui, Montebourg est à 2%. Et je vois pas un seul des dirigeants de gauche aujourd'hui, ou du centre-gauche, qui puisse parler à un paysan gascon. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui puisse... Oui, je vois très bien. Ouais. Pour lui, c'est un dinosaure. Enfin, il ne sait même pas que ça existe. Il n'en a jamais vu. Et je ne les vois pas dans les matchs de rugby non plus. Et je les vois pas... Parce que la base du patriotisme, c'est quand même le patriotisme local. Si vous êtes Biarro, vous détestez les gens de Bayonne, et vous savez pourquoi vous les détestez, parce qu'ils sont juste à côté, et que vous savez que c'est des mecs pas bien, parce qu'ils sont juste à côté, donc vous les voyez tous les jours. Et à partir de là, vous bâtissez un bon patriotisme national, vous voyez ce que je veux dire ? Ça me paraît une excellente formule. Commencer par aimer son village, puis on aime sa région, puis ensuite on... Et là, il n'y a plus personne qui aime son village, plus personne qui aime sa région, sauf dans les coins qui ne sont jamais représentés au Parlement, quoi. Ouais. Donc non, il n'y a plus... Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, là, la gauche a trahi le peuple et la droite a trahi la nation. Alors on est mal barré, hein. C'est clair. Ensuite, dernière actualité. Il y a une déclaration d'Hollande qui est ressortie hier. Qui c'est ? Qui c'est ça, Hollande, déjà ? Alors, vous n'allez pas me croire, mais il a été chef de l'État il y a quelques années. Ah oui. Et en plus d'une autre. Bon. Ah, il était chef de l'État français, oui, c'est intéressant ça. Ça m'avait échappé. C'était un chef, c'était pas un chef et il n'y avait pas d'État, comme aurait dit De Gaulle. Mais... C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, ce Hollande ? Alors, il s'est exprimé dans le cadre du procès de Salah Abdeslam. Ah oui. Bataclan, tout ça. Saloperie. Donc, il a dit qu'au sommet de l'État, on était conscient qu'il pouvait y avoir des terroristes dans les flux de migrants qui sont arrivés dans les années 2015, etc. Mais ils venaient tous de Belgique ? Oui. Donc, si vous voulez, c'était pas des migrants, c'était les gens du pays d'à côté. Oui, bah forcément, avec Schengen. Est-ce qu'il est en train de dire que les gars qui étaient en Belgique, c'était pas des Belges ? Oui, quelque part, oui. Et qu'en plus dedans, il pouvait y avoir du coup des terroristes. Et ils étaient peut-être musulmans ? Est-ce qu'il est allé jusque-là ? Possible, enfin ça c'est le hasard. Oui, d'accord, ok, j'ai bien compris, ok. Oui, mais donc, ces gens-là savaient, les dirigeants savaient qu'il pouvait y avoir, et d'ailleurs il y en avait,
des terroristes dans les flux de migrants. Et à l'époque, en 2015, c'était ce que dénonçait la droite. Et on a eu un nombre d'articles, notamment un énorme de Libération. Fake news, non, les terroristes ne passent pas par les filières d'immigration. Bataclan. Voilà. Bataclan. Donc là, j'ai envie de me dire, est-ce que c'est de la haute trahison ? Il y a quand même... Écoutez, je vais vous répondre, je vais essayer d'être... Parce que la haute trahison, c'est un crime, en principe, qui était autrefois passible de la peine de mort, si vous voulez. Un dirigeant qui était capable de faire... Et j'essaye de réfléchir calmement. Ce qu'un certain nombre de politiciens français ont fait dans le domaine de l'immigration, de la vente d'affaires à des groupes étrangers, de la destruction du droit français, si c'est pas de la haute trahison, ça y ressemble beaucoup quand même. Donc ce que je veux dire, c'est que à l'aune de la façon dont on aurait jugé les dirigeants il y a un siècle ou 50 ans, il y a beaucoup de nos dirigeants qui devraient être jugés pour haute trahison, oui. Oui, ça a été pendant longtemps le seul motif sur lequel on pouvait juger un chef d'État en France. C'était haute trahison, c'est-à-dire le principal fait constitutif de haute trahison, c'était intelligence avec l'ennemi. Et effectivement, je trouve que ça y ressemble. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas d'ennemi, puisqu'on n'a pas désigné l'ennemi. Mais il y a une atteinte aux intérêts supérieurs de la France, quoi. C'est-à-dire oui. Après, suprême de la France. Donc, c'est sous Hollande que techniquement on a déclaré la guerre à l'État islamique. Et donc on peut les considérer comme l'ennemi. Et là, j'ai l'impression que Hollande, en connaissance de cause, a laissé les soldats ennemis arriver sur le territoire français, pour éclater du français. Ce que m'ont dit des gens qui étaient d'habitude bien informés, c'est qu'il y avait des relations constantes entre les services secrets français, belges, etc. Et que dès qu'il y avait des voitures qui partaient de Belgique pour venir en France, les services secrets belges prévenaient les services secrets français que la voiture immatriculée tentant s'il y avait des mecs un peu douteux, etc. Donc ils ont sans doute été prévenus. Et on n'a strictement rien fait. La même chose aussi probablement pour Charlie Hebdo. Donc, pour répondre à votre question, oui, je crois que si la France renaît de ces cendres dans lesquelles ces gens-là nous ont mis, il faudra peut-être faire quelques procès. Très bien. Pas de vengeance, mais de connaissance. La justice. Que la justice passe. Tout à fait. On va terminer cette émission là-dessus. Il faut faire justice envers ceux qui nous ont dirigés d'une manière qui non seulement était indigne, mais dangereuse, et qui constitue, selon nous, une forme de trahison. Je vous remercie d'avoir assisté à cette émission en entier. Je vous rappelle donc, on est sur Instagram, donc allez vous abonner, pour pas oublier. On va mettre, je pense, le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter la vidéo, dire ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé, même si on supprimera le commentaire parce que c'est le seul domaine dans lequel on est stalinien. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais arriver aussi avec d'autres vidéos, notamment la semaine prochaine, j'ai un tournage qui est prévu avec Laurent Oberton. Donc, sympa, ça. Ça va être sympa, je pense. Oui, c'est un bon sujet, ça. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion et également pour d'autres vidéos. À très bientôt. Merci beaucoup.